Bon, tu me partageais que Alors bonjour, euh, bonjour Vincent, Salut mon cher Athènes. très heureux. Euh, il est 5h06 du matin chez moi à Los Angeles. Et toi, il est 14 heures, 14h. 14 heures ici en France, ouais. Ouais, je me réveille. Euh, ouais, je disais que j'ai fait plein de découvertes, mais hallucinantes. C'est des trucs, tu sais, quand tu comprends, mais quand tu comprends pas, quand tu comprends intellectuellement. Quand tu comprends intellectuellement, c'est comme lire un livre, tu vois. Ouais. Mais j'en ai parlé l'autre jour rapidement, mais peut-être la plus grande découverte que j'ai faite, c'est qu'en fait, nous tous, moi, toi, on n'est que amour, en fait. Et que tout le reste, c'est de la confusion. C'est qu'en fait, on ne peut être que amour. Et ça coïncide avec le fait, je le ressens dans ma chair, mais aussi ça coïncide avec le fait que de plus en plus, j'entends réaliser que l'amour, c'est l'acceptation, on va dire, pour faire vite, de ce qui est. Et donc, c'est pas une réflexion logique, c'est-à-dire que en fait, on est né amour, on n'est que amour, on est comme un conduit d'amour, et, et lorsqu'on le freine, lorsqu'on pense qu'on peut limiter ça, en se disant, tiens, l'autre c'est un con, il m'a fait, tu vois, eh ben, ça nous endommage. C'est pas dans notre nature. C'est quelque chose qui est plus on essaie d'aller contre l'ordre de cette chose-là, qui est que nous sommes amour, que transmission d'amour, que en fait on est arrivé dans cette vie comme, je sais pas comment l'articuler, comme si nous étions des conduits d'amour. Et on n'a pas le verrou. Et lorsqu'on croit le faire, il se passe des phénomènes endommageables comme un pourrissement, une accumulation. C'est ce qui m'est arrivé avec mon père, où pendant des années, j'ai cru que en l'ignorant tout ça, que j'avais réussi à réfréner mon amour parce que je pensais qu'il ne méritait pas mon amour. Et ben, je me suis fait du mal parce que ça a créé en fait une digue, hein, et l'amour s'est jamais arrêté en fait. Et le jour où j'ai appris sa mort, la digue s'est effondrée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que lorsqu'on croit que l'on peut freiner cet amour ou avoir une quelconque influence dessus, hein, on s'endommage. Euh, Soit au niveau de la santé, soit au niveau... C'est comme si on gelait notre... C'est comme si notre cœur ou notre capacité, nos émotions étaient affectées. C'est-à-dire que si je réfrène mon amour parce que l'autre a été vraiment un connard ou peu importe des raisons légitimes, eh ben, la restriction d'amour que j'ai vis-à-vis de cette personne-là, que je crois avoir, affecte aussi tous les autres. Tu peux pas, tu peux pas aimer ta compagne et détester Carlos qui t'a fait du mal quand tu avais 5 ans. Ça ne veut pas dire que tu vas aller prendre un café et être ami avec l'autre. Et, euh, et en fait, je crois que l'amour, c'est quelque chose qui ne peut, qui est là et qui ne peut pas. Tout le reste, c'est toutes les souffrances que l'on croit, ce qu'on appelle la haine ou la colère, c'est la confusion. Ou c'est la. Bref. Je, voilà, c'était un des trucs que j'ai découvert. Alors que ça doit Et être du évident pour coup, certains, ça se trouve. non, mais du coup, tu me dis, maintenant je comprends, enfin, je comprends, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Parce que là, dans la façon dont tu m'exprimes les choses, ça apparaît très clairement et j'ai l'impression que tu comprends, enfin, que c'est très clair pour toi et que En oui, fait, en oui, fait, en fait, en fait, il y a deux choses. Il y a plein de choses que je comprends pas après, là, ces dernières semaines. Il y a des choses je comprends pas. Et je crois qu'il faut pas les comprendre. C'est étrange, pour la première fois de ma vie, concernant l'amour, je l'articule comme je pense, mais je le comprends, je le ressens comme une évidence. Mais je pense pas.
je pense pas que ce soit compréhensible aisément. Je pense qu'il y a un travail à faire pour ressentir ça, peut-être. Tu- Donc, ça, je crois que je le comprends. Mais il y a d'autres choses que je comprends pas. Je sais pas si tu veux qu'on en parle, mais euh, je Bien sais pas, je sûr, voulais te vas-y. laisser la parole, tu vois, parce que je voulais pas faire de monologue égoïste. Mais euh, il y a dernièrement, c'est super chaud, hein. En fait, il y a ces dernières années, toute ma vie d'ailleurs, j'ai essayé d'être normal, comme tout le monde. Et j'y suis pas arrivé, j'ai échoué. Et ces dernières années, par exemple, chercher du boulot, c'est c'est comme si voilà, c'est comme si toute ma vie j'avais refusé une partie de moi-même, un aspect de moi-même, quelque chose enfoui qui qui a l'air d'être d'avoir des caractéristiques. Et c'est comme si je découvrais qu'on avait des capacités infinies, que nous on avait une nature finie et que qu'il y avait une danse à avoir. C'est-à-dire qu'à des moments on peut avoir accès à cet infini en étant aligné avec. Et c'est bizarre, hein. C'est comme si j'étais infini, mais pas en même temps, mais que je vivais un truc limité, mais que quand... C'est bizarre. Et donc, par exemple, pendant 2 ans, ça a été la cata dans mon industrie. Pourtant, j'en avais parlé la dernière fois, mais et j'ai pas eu, comment dire, j'ai galéré pour trouver du boulot. Et j'ai eu ce flash où je me suis dit qu'on a qu'on a un pouvoir immense parce que lorsque je ne trouvais pas de boulot, j'ai réalisé que petit à petit, j'avais fabriqué une identité de quelqu'un qui cherchait du boulot et que ça devenait quelque chose qui devenait de l'ordre de l'identité et que en fait c'était moi le responsable de ne pas trouver de boulot d'une certaine manière. C'est comme si je- j'avais créé cette identité-là, j'avais créé cette réalité-là parce que finalement je peux pas l'expliquer. Soit c'était, tu te dis tiens il faut que je fasse A, B ou C. Et tu peux te forcer à faire A, B ou C, ça ne fonctionnera pas. Et, mais ce que je découvre, c'est que j'ai des... ce que je découvre, c'est que des fois, dans l'interaction avec des humains, il y a des moments d'élévation qui arrivent grâce à la combinaison des âmes, on va dire, et qui, ce que ce soit en parlant avec toi ou avec un autre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que c'est comme si, il fallait réveiller quelque chose en nous de l'ordre de l'âme, et il fallait enquêter avec soi-même et qu'on pouvait faire plein de choses et ne jamais y arriver ou quasiment rien faire et y arriver. Et ça demande un éveil de l'âme. C'est comme si en fait tout ce qu'on avait vécu n'était pas là par hasard et que que le fait qu'on ait des caractéristiques infinies, je sais pas comment, peut-être qu'on est une antenne face à l'infini, mais cette opposition de nature, l'infini et le fini, euh, à un moment donné, à partir d'un certain âge, ou peu importe l'âge, peut-être, en tout cas, il faut vivre quelque chose comme, pour commencer à découvrir qu'il y a quelque chose que... C'est-à-dire que je- ce que j'ai découvert, c'est que il y a quelque chose en nous, fugace, évident, et à partir du moment où on essaie de l'articuler, il disparaît. Donc là, je fais un effort pour articuler ce que je ressens avec toi, tout en sachant que je vais le perdre hein, pendant peut-être quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques semaines. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose d'universel entre nous qui était la similarité de nos natures
mais les expériences, les connexions étaient différentes et qu'il n'y avait pas de... Tu vois, tous les livres que j'ai lus hier et derrière moi, là, ça servait à rien. Après, ça sert pour l'expérience humaine, pour survivre émotionnellement ou en tout cas, peut-être développer l'intention de comprendre. Mais il y a, par exemple, qu'une seule recette ou entre guillemets, qu'un seul mécanisme, qu'une seule expérience qui n'est spécifique à toi et à personne d'autre. Et en même temps, il y a une résonance. Et, euh, et, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que j'essaie d'articuler. Il y a, c'est comme si c'était être l'univers, pas comme quelque chose, tiens, super pouvoir, super capacité, pas du tout. C'est comme un accès à une conscience, à ce que c'est. À... Et quand ça arrive, de manière, eh ben, c'est comme si, et c'est pas forcément en avoir conscience en plus, c'est comme, je sais pas, dans mon cas, après un certain nombre d'années de désespoir, de déception, à un moment donné, c'est pas la notion de baisser les bras, c'est l'acceptation euh, qui fait que c'est presque si c'était nous qui l'imitions, qui générions. euh, En tout cas, c'est ce que je ressens pour moi. C'est comme si tous nos malheurs, nos déboires, en fait, c'était quelque chose en nous qui nous parlait et qui n'a pas de mots et qui décide de nous faire vivre des expériences que nous, on considère horribles, mais qui sont liées à un amour infini et en nous faisant vivre les drames, les divorces, les ruptures, l'incompréhension. C'est comme si c'était un ami, un parent hyper bienveillant et qui savait, qui connaissait nos capacités et qui se disait, tiens, il comprend rien, je vais lui foutre un truc horrible, je sais qu'il va pas mourir parce que j'ai confiance en lui, il a des capacités incroyables. Et nous, on passe à travers ces épreuves que l'on appelle la vie, hein. Et j'ai l'impression que c'est nous qui le faisons, ou en tout cas que nous faisons partie de cette conscience et nous créons ces choses parce que pour certains, en tout cas, nous avons compris que nous avions peut-être une existence double, qu'on vit cette expérience matérielle qui a un début, un milieu, une fin, et en même temps, on a un lien, un alignement possible avec l'infini. Peut-être que nous sommes l'infini, et j'en sais rien, mais et que cette expérience est unique parce que quand l'infini s'exprime dans le réel, chaque expérience ne peut être que différente. C'est l'expression de l'infini. Et nous, dans notre nature matérielle, on cherche des, des, des- on cherche des similarités, on cherche l'universel, on cherche pour pouvoir en parler. Et en fait, je réalise, et là, je sais que peut-être je me disperse un peu, mais que en fait, tout échange humain, intellectuel, tout ça, c'est presque, ou réflexion intellectuelle, c'est presque la vérité, c'est presque vrai et faux en même temps. Et en fait, c'est comme si, en fait, ce que l'on vivait dans les échanges entre humains, c'était presque plus une recherche de connexion et de communication, mais derrière, c'est comme si la vérité n'existait pas, ou elle existait sous autre chose que nos tentatives d'explication et d'arguments. Et encore une fois, plus j'en parle et plus ça va disparaître, ou chaque fois, c'est comme si je revenais dans ma nature matérielle et donc ça,
je mettais une charge sur l'expérience matérielle et je perdais la connexion à l'infini ou l'alignement à cet infini. Et ça fait 2 fois que tu dis ça, et du coup, ce serait quoi ou comment ce serait possible de, tout en étant dans l'échange là, ensemble, de garder ça? Parce que moi, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est que, en fin de compte, il y a l'histoire de l'humain à thème, il y a l'histoire de l'humain Vincent, et il y a l'histoire des autres humains sur cette planète Terre qui se passe en même temps, mais en vérité, comme tu le disais aussi, tu vois, regarde, nous, on ne s'est jamais rencontrés physiquement de notre vie, on est à 9000 km d'écart, et pourtant, il y a eu une rencontre qui s'est faite parce qu'à un certain endroit, il y a eu une reconnaissance, je vais le dire comme ça, une envie d'échanger parce qu'il y avait une sensibilité, une profondeur, une qualité qui était là, mais qui effectivement est bien au-delà des personnages, puisque bah, le personnage à thème, moi, je ne sais absolument pas qui il est, enfin, en tout cas, je ne le savais absolument pas. Le personnage Vincent, tu ne connaissais pas non plus, et pour autant, ça s'est fait, et pour autant, il y a une capacité à parler des choses et à la fois parfois dans l'histoire, mais finalement, ce qui se passe dans nos échanges, pour moi, n'a pas grand-chose à voir avec nos histoires. Nos histoires peuvent être les points d'appui pour aller échanger à certains endroits, mais, euh, mais, mais enfin, tu pourrais avoir une autre histoire où tu pourrais être quelqu'un d'autre. Ce qui est sous-jacent à ça, et ce que tu exprimes, c'est que bah, ça reste commun et du coup, la rencontre, elle se fait à cet endroit-là, même si tu sais pas le nommer, même si on sait pas le nommer, même si on sait pas le décrire, même si on essaye de mettre des mots dessus, mais c'est ça qui se fait et c'est ça qui fait que il y a quelque chose qui est présent, euh, qui potentiellement peut l'être avec tout le monde. Alors après, il y a des affinités qui se font avec certaines personnes plus qu'avec d'autres, mais Je, je, je suis d'accord, j'ai essayé malgré, j'ai essayé d'articuler quelque chose. Il y a avec toi ou avec certaines personnes une sorte d'affinité, de reconnaissance de quelque chose. Ça, c'est vrai, je peux pas le nier. Mais ce que j'ai du mal à articuler, c'est que il y a quelque chose en nous de l'ordre de l'expérience humaine, des choses ça dit, que d'une certaine manière, je sais pas comment le dire, c'est comme si, par exemple, demain, j'ai décidé d'écrire un livre sur ce que j'essaie de décrire et et que ça inspire des gens. Je, je, je transmets quelque chose et en même temps, je l'éteins en même temps. C'est étrange. Il y a quelque chose de fugace dans ce que je suis en train de découvrir, c'est-à-dire que, vu notre nature, lorsqu'on communique entre nous, c'est forcément dans un canal matériel, c'est-à-dire, pour faire vite, si j'avais cette conversation avec quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances que l'autre se dit, bon, ben, il me dit, mais comment ça fait? Tout ce que tu dis, c'est bien cool, c'est bien chouette, mais comment ça fait pour arranger ma vie? Comment je peux être mieux? Comment je peux... il y a toujours un besoin, un attachement à un objectif. Et, mais quand tu commences à te retrouver à... C'est comme avoir une relation avec un ami lointain qu'on a rencontré il y a 30 ans, 40 ans, et il y a plus rien à... Comment dire? C'est comme s'asseoir avec quelqu'un et regarder les étoiles. Il n'y a plus à parler, il y a rien à dire. Tu fais, tu existes et tu es. Tout est évident, tout est vrai et faux à la fois. Et alors que le faux n'existe pas finalement. Mais c'est tellement fugace que c'est un truc d'ordre personnel. Et plus on lit dessus et plus
on passe à côté de cette expérience. Comment dire? C'est un, c'est un, c'est comme si les livres, les échanges humains, tout ce qui était matériel, créaient des ancrages, des indices, des trucs, mais ne crée pas ne te garantit pas l'expérience ou la révélation. C'est à toi de faire. Et à chaque fois que tu te rebranches dans le matériel, ben, il faut utiliser des mots qui ne sont que des mots. Il n'y a pas de mots en plus. Et, j'ai un très bon ami à moi qui est extrêmement sensible, HPI, machin, et il croit pas en Dieu, il est pas très spirituel, pas très tout ce que tu veux, mais il arrive à des conclusions similaires avec juste son intellect et, et j'ai réalisé que si j'essayais de partager ces révélations que je ressentais ponctuellement, je, ça changeait l'expérience. Je ne sais pas comment le dire. Je peux faire de mon possible pour partager, raconter et tout, mais la seule indication que ça donnera aux autres, c'est qu'il y a quelque chose en nous, et spécifique à nous, hein, et similaire en même temps. Donc, ce que je veux dire, c'est on peut partager, on peut échanger, on peut être connecté, mais ça va être des tentatives de connexion, des tentatives de partage, ça va être aussi de la chaleur humaine, de la connexion, ça va être du matériel. À partir du moment où on est... et qui peut peut-être réveiller, peut-être, je sais pas en fait. Je partage juste ce que j'ai découvert dernièrement, très récemment, il y a une semaine. C'est comme si, par exemple, quand je partage un truc, humainement, il faut que ça ait du sens, un sens intellectuel, et de préférence que mon émerveillement et ma joie, parce que si c'était nul et que ça me rend misérable, ça vaut même pas la peine d'être partagé. Et donc il y a toujours il y a toujours un intérêt. Ah, quand on est humain, il y a toujours un intérêt. C'est d'avoir une joie, d'avoir un réveil, une illumination. Et, et quand j'ai commencé à vivre cette expérience de baisser les bras, d'accepter, d'accepter que je ne sais rien. Et même là, je raconte, c'est méga bizarre et limitant. Eh ben, j'avais accès à une bienveillance cosmique. Et pourtant, je prends pas de drogue, hein, mais il y a et et je et j'ai vu la bienveillance des autres s'exprimer autour de moi. Et ça a commencé par avoir du boulot, un boulot hyper bien payé là, et une résonance. Et c'est fascinant parce que c'est comme si la bienveillance des autres, c'était aussi ma bienveillance à moi. C'est comme si c'était un blob, un truc. C'était pas juste, tiens, les gens sont plus sympas avec moi. C'est comme si moi, j'étais aussi bienveillance. Et c'était genre un alignement de bienveillance. Et, et cette bienveillance s'exprime aussi par l'acte, par le matérialisme. C'est-à-dire que je me suis mis à faire un court-métrage pour la première fois sans le réfléchir. C'est comme si c'était cet acte d'alignement avec cette conscience, euh, quand ça devient évident, c'est presque, je vais dire une connerie, presque instantané. Et c'est hyper, voilà, et c'est pour ça que je partage hyper maladroitement et, et que bizarrement, j'ai presque, j'ai peur de trop essayer de le comprendre intellectuellement. Et je trouve pas ça maladroit du tout, et c'est peut-être parce que euh, tu veux le ramener à quelque chose de rationnel et de intellectuel. Mais dans ce que, à la fois, tu vois, tu dis que il y a toujours un intérêt quand on fait les choses, quand on partage les choses. Mais là, dans tout ce que tu m'exprimes, tout ce qui s'est présenté à toi ou tout ce que tu as fait dans ce que tu appelles toi la bienveillance, ça s'est pas fait avec un intérêt particulier, entre guillemets.
ça s'est exprimé comme ça s'est fait comme ça s'est matérialisé comme ça, mais en tout cas dans la façon dont on parle, la notion même d'intérêt, elle tombe. Et, et, euh, et c'est là où l'intérêt revient quand il y a la volonté de peut-être de mettre ça dans une compréhension intellectuelle humaine, mentale, qui essaye de récupérer ce que tu vis d'une manière inexpliquée, inexplicable, mais qui est pourtant réelle. Euh, et, euh, et en fin de compte, pour moi, toute la différence entre l'être et le faire. Quand tu es, eh ben voilà, tu vis des expériences, tu reçois des expériences, tu en donnes, tu en partages, et t'es pas en train de te questionner sur ces expériences. Et quand tu veux ramener effectivement le faire, l'être, le mental là-dedans, et ben t'es dans l'analyse, t'es dans la compréhension, et du coup, bah, ça matche plus parce que c'est un système mental qui est pas conçu pour comprendre ça, qui est pas conçu pour fonctionner avec ça, qui est pas conçu pour avoir accès à ça. Il est juste conçu pour le mettre en forme dans la matière. C'est-à-dire que le travail vient à toi, et ben après, tu as tes capacités intellectuelles, mentales, psychiques, psychologiques qui te permettent de créer quelque chose pour cette activité, et tu le mets en œuvre là, effectivement, avec ton côté humain. Mais pour moi, ce que tu décris, c'est aussi qu'il y a les deux niveaux sont vécus en même temps. C'est-à-dire il y a l'être qui reçoit l'information, l'inspiration, et il y a la psyché humaine qui le met en matière et qui fait dans la matière, qui concrètement va passer à l'action. Mais les deux se font de manière simultanée parce que tu es vivant ça fait- alors, je vais dire, le mental, la psyché, l'humain, le corps fait partie de ce que tu es, Ouais, ouais. mais est Mais, au-delà. Et donc, quand tu as accès à l'au-delà, eh ben, tu joues avec comment le mettre en œuvre, et tu n'es plus en train de subir ça dans je suis un petit être fragile dans un corps humain qui est né il y a X années, qui va mourir dans X années, et qui souffre durant toute la période où il est présent sur Terre. Non, là, tu peux exprimer autre chose parce que tu as une connexion qui se fait sur un autre plan, consciente. Parce en vérité, cette connexion, elle est toujours là. bon. C'est juste que là, il y a un certain nombre de filtres qui sont tombés et qui te permettent d'y avoir accès avec cette conscience, et donc de commencer à voir waouh, comment ça marche, quoi, en fin de compte. Ouais, Et c'est c'est génial, fascinant quoi. parce que j'ai rien décidé en fait. Quand tu vois, il n'y a pas eu un projet, il n'y a pas eu 15 bouquins que j'ai lus j'ai pas suivi de protocole, j'ai juste été en errance. Et en fait, c'est comme si euh, je flippe parce que je sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est comme si en fait les épreuves de la vie, elles nous brisent jusqu'à un point où finalement on doit comprendre ou ressentir, où elles brisent des choses qui devaient être brisées, que l'on a façonnées. Et il a fallu que j'atteigne un niveau de désespoir. C'est comme s'il y avait des choses qu'on a en nous, un aspect de notre nature qui ne peut être que accessible. Soit on est un génie, soit on, on vit des expériences qui nous donnent l'impression de nous détruire, mais à chaque fois je vais dire une bêtise, qui ramollissent notre âme ou rendent notre cœur plus tendre, plus propice comme quelque chose qui nous permet d'accéder à cette autre nature. C'est l'épreuve. C'est-à-dire que endurer, avoir des épreuves horribles, quelles qu'elles soient, et, et, et de prendre ces épreuves
soit s'identifier à ces épreuves et se dire, oh mon Dieu, je suis oh, malheureux. Donc, l'expérience se résume à l'épreuve et on comprend rien. Soit on se dit, merde, qu'est-ce que je dois comprendre? Ça y est, j'ai compris. C'était un message qui m'a été envoyé et à ce moment-là, tu te ramasses encore d'autres épreuves. C'est comme quelque chose qui nous arrive, que nous sommes, qui ne peut pas être exprimé en mots et qui essaie de nous parler bizarrement. C'est pas. Après, si je voulais utiliser un langage cinématographique, c'est comme s'il y avait une version de nous avant que nous naissions qui est là et qui est extraordinaire, infinie, avec 1000 milliards de perceptions de capacité et qui essaye d'aller vers nous et qui n'a pas de mots, qui n'a pas aucun outil. Les seuls outils qu'elle a, c'est de, c'est de créer ce qu'on appelle destinée, mais qui n'en est pas. C'est, c'est quelque chose en nous qui se dit, qui voit déjà le passé, le présent, le futur, tout en un seul, et qui se dit, c'est comme si, c'est comme si toutes les considérations matérielles étaient futiles. Quand on se dit, merde, j'ai un certain âge, j'aurais pu faire ça, l'autre, Carlos, il a fait bien plus, ça sert à rien. C'est moi qui, ces dernières années, avec la crise et tout, qui me disais, merde, putain, à mon âge, matériellement et tout, j'aimerais bien être mieux. Et, et ben, si j'avais persévéré, il y a quelque chose en moi qui a voulu briser ces choses-là. C'est pas, j'aurais pu lire des centaines de livres qui te disent non, la quête matérielle, elle sert à rien, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose en toi, je sais pas, je peux pas expliquer, qui est plus fort que tout ce qui est imaginable. Et si tu, je sais même pas à quel point on a une influence ou si tu l'honores pas en ayant simplement un désir de bienveillance, de le laisser, ça va je sais pas si ce que je dis est vrai, ça va te donner des épreuves d'une telle violence ou de destruction. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est de l'ordre de l'inévitable, voilà, dans la vie. Oui. Jusqu'au moment où tu vois, enfin, sur l'exemple que tu donnes, c'est tant que tu l'as pas éprouvé, tant que tu l'as pas vécu dans tes cellules, tant que tu l'as pas ressenti dans ton corps et que tu t'es laissé traverser par ça, bah, tu peux avoir la compréhension intellectuelle que tu veux, mais ça sert à rien. Enfin, la Ouais. tête sert à rien du tout parce que la tête, elle n'est pas conçue, encore une fois, Ouais, pour appréhender ça. Et là, effectivement, elle est juste pour nous aider à fonctionner dans le monde matériel, 3D, humain, mais, euh, mais pour vivre ça, le traverser, bah, c'est expérientiel jusqu'à que tout le corps soit traversé, toutes les cellules soient informées. Et donc, il faut vivre le passage qui, effectivement, plus on le retarde, plus potentiellement il peut être douloureux, violent, jusqu'au moment où on arrête d'y résister. Et puis, OK, je m'abandonne à je sais pas quoi, et je sais même pas que je m'y abandonne, mais ça se fait. Et du coup, la question après, elle n'existe même plus, quoi. ouais. Parfois, on n'a même plus le souvenir du questionnement, quoi. Et c'est presque qu'arrivé à un moment donné, tu es presque content et tu es presque en gratitude d'avoir vécu les horreurs parce elles ont presque permis la naissance d'un nouvel organe ou simplement un éveil. Il y a... Après, si tu poses à quelqu'un, ouais, si tu pouvais revenir en arrière et pas vivre tout ce que tu as vécu, tu dirais non, non, parce que tu sais pas ce que tu vas vivre après. Je pense que c'est presque une chance en fait, parce que finalement,
il y a des gens qui trouvent un moyen d'avoir une vie entre guillemets normale, et je les ai toujours enviés, hein. Et je pense qu'ils ont peut-être réussi quelque chose dans la manière de mieux surfer la vie, Mais en fait, c'est comme si plus on était dans le matériel et plus on réduisait le champ des perceptions pour pouvoir être dans l'évitement d'écueils et de souffrances. Et donc par quel miracle, moi, je me suis retrouvé avec une amplitude hallucinante je peux ressentir énormément, donc je peux souffrir énormément, ça crée donc pour moi de l'inspiration. Et c'est fascinant, c'est fascinant, parce que là, j'accepte que je peux vivre, m'émerveiller, et et que personne sur Terre peut vivre ce que je vis, peut vivre des choses qui seront de la même amplitude, je parle pas mais que ce que je vis est spécifique à moi et que c'est pas grave, le but. J'essaierai de le communiquer à travers mon art, mais il y a pas de mots pour le partager. C'est ça, mais du coup, tu vois, la question que j'ai envie qui vient, là, c'est quoi une vie normale? Parce que Mhm. moi, tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, soit tout le monde a une vie normale, soit personne n'a une vie normale. Tu vois, enfin, en tout cas, c'est quoi la normalité, c'est quoi la norme? Parce que ça, chacun, comme tu dis, vit la vie qu'il doit vivre. Enfin, j'ai jamais connu des gens où, peut-être que je les côtoie pas parce que j'ai pas vocation à les côtoyer, où tout était lisse, tu vois. Mais enfin, j'ai jamais vécu, j'ai jamais rencontré des gens pour qui tout était tout le temps lisse, tu vois. Ou ceux qui te disent ça, j'ai l'impression que soit ils se mentent beaucoup, soit ils disent pas tout ce qu'ils traversent au quotidien, mais je crois que tout le monde traverse plein de choses, tout le monde a ses épreuves et les épreuves des uns peuvent être particulièrement en apparence fortes, intenses, pas souhaitées, pas souhaitables. Mais tu vois, quand moi j'étais ado, quand je voyais les familles des amis que je côtoyais, je voyais des trucs que je trouvais super par rapport à ce que j'avais pas dans ma famille, tu vois, mais à l'inverse, je voyais d'autres trucs et je me disais, mais putain, moi j'ai vécu des trucs pas cool, mais pour rien au monde, finalement, j'ai envie de prendre des trucs de mon ami d'à côté, tu vois, parce que lui, il est conçu pour supporter ça, mais moi, je suis pas conçu pour ça, et réciproquement, tu vois. Et C'est vrai, finalement, ouais, chacun sa voie et chacun sa capacité. Et les épreuves ou les choses que Athème il a dû surmonter dans sa vie, et ben, comme tu dis, il y a que toi, Athème, qui avait vocation à les vivre, et comme moi, il y avait que moi qui avait vocation à vivre ce que j'ai vécu. c'est vrai. En fait, je faisais aussi référence au traumatisme de l'enfance et, euh, et je connais des amis des personnes qui ont eu des enfances vraiment magnifiques, sans trop de problèmes. Que vraiment, j'ai cet ami designer qui m'adore, on s'adore, et il a une enfance vraiment nickel, avec des parents qui sont toujours ensemble, vraiment le truc idyllique presque. Et un jour, il me dit, tu sais, Thème, je t'envie presque de ce que tu as traversé, parce que je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est alors que moi, j'aurais voulu avoir une enfance comme la sienne, tu vois. Il me dit, ouais, non, mais parce que avec ce que tu as vécu, tu as des choses à raconter, à dire, à transmettre avec ton art. Il me dit, moi, j'arrive, mon art, il s'arrête. Je sais pas, il est bloqué dans son art, il n'arrive pas à aller. Bon, je sais pas, et ça doit être le désir des artistes d'avoir des inspirations puissantes, profondes, infinies, hein. Et, euh, et moi, ce que j'ai traversé, c'est comme si c'était un entraînement pour voir l'âme humaine, hein, la comprendre, l'aimer, la chérir. Et, euh, et c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Je connais aussi un autre qui a une enfance nickel avec. Et bizarrement, c'est marrant ce que tu dis, parce que les épreuves s'expriment de différentes manières.
Je connais quelqu'un qui vient d'une famille où tout le monde a réussi. L'oncle, il détient des vignes, la mère, elle a un certain nombre de galeries d'art et tout. Quand elle avait 18 ans, sa mère lui fait un virement de 100 000 euros ou 300 000 euros. Bref, il a manqué de rien. Et à chaque fois, ce qui m'a toujours étonné, c'est que je sentais chez lui une peine hein, parce qu'il me disait qu'il manquait de vocation. C'est comme si toute sa famille avait accompli tout ce qu'il fallait accomplir et que lui, il se retrouvait avec rien à accomplir. Et pendant longtemps, il a vécu ce vide. Comme quoi, alors, comme tu dis, chaque vie a son lot de problèmes. Même quand tu as tout, tu crois avoir tout, la quête intérieure, elle est ce qu'elle est. Oui. Enfin, j'ai suffisamment parlé de moi. Et toi, alors, quelles sont les nouvelles? Bah, écoute, Tu- le projet sur lequel j'étais, Ouais. bah, j'ai décidé d'arrêter. Oh là là, putain, c'est un film d'action, un truc hyper épique. J'ai l'impression d'entendre Gladiator. Je sais même pas, enfin, tu vois, je suis revenu là d'un stage de tantra et déjà avant j'avais des interrogations, je savais pas trop si j'allais poursuivre et en revenant j'étais vraiment avec ces interrogations de manière très très forte et j'ai commencé à le partager à une des associées et puis 2 jours après on avait un Zoom et là avec tout le monde et il y avait déjà une associée qui avait décidé d'arrêter juste quand je suis revenu du stage. Et moi, une semaine après, bah, j'ai commencé à, tu vois, à exprimer le pourquoi j'ai voulu y aller au départ et tout. Et à un moment donné, je pouvais plus parler. Ma voix ne sortait plus. Ouais. J'ai fondu en larmes et bah, je vais dire non. Et je n'ai aucune raison objective. Tu vois, il n'y a rien qui a changé entre J-8 et J+8, mais à l'intérieur de moi, c'était non. J'ai décidé de revenir vivre là au bord de la mer, à Palavas, à côté de Montpellier, et j'avais besoin de me retrouver seul aussi, de plus être hébergé là chez l'ami chez qui j'étais. Et je vis, alors je vis une grande période de solitude comme j'en ai déjà vécu, mais je le vis avec un grand bonheur et avec quelque chose de c'était, je touche des choses que j'aurais pas touchées si j'étais resté dans le projet, si j'étais, tu vois, dans plein d'actions, dans plein d'actes de faire, Ouais. justement. Et de vivre chez l'ami, bah, c'est pareil, de devoir, entre guillemets, échanger plus régulièrement que si je ne suis seul. Et, euh, Putain, ça et me du coup, touche tout ce que ça, tu dis là. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est une quête spirituelle qui s'est déclenchée. Le courage qu'il a fallu, je suis impressionné, hein. ouais, parce qu'effectivement, le projet il répondait à bah ça y est, je vais me lancer sur un projet alors que ça fait 7 ans que j'ai pas vraiment d'activité. Enfin, j'ai fait des choses, je fais de l'accompagnement, mais là j'allais avoir un job, j'allais investir de l'argent, j'allais partir sur du long terme, j'allais bosser en activité réelle, allez 6 7 mois plus 8 9 mois avant et après, et puis ça me laissait du temps libre. Enfin, j'avais quelque chose qui était sur laquelle, tu vois, je me posais plus trop de questions sur ce que j'allais faire dans les années à venir, et donc c'était un certain endroit hyper confort, j'avais un lieu de vie, j'avais plein de choses qui répondaient à plein d'interrogations que je pouvais avoir, et là, à nouveau, bah, je me retrouve avec le vide absolu sur tous les plans. Mais avec une joie de le vivre, alors qu'avant, il y avait toujours un truc qui était sur le questionnement sur ok, qu'est-ce que je fais demain, faut que j'ai une activité, faut que je génère de l'argent, faut que ci, faut que ça. Et ça, c'est tombé. Et j'ai traversé aussi une grosse anxiété que j'avais en moi, mais depuis toujours, en fin de compte. Une anxiété existentielle, je dirais. Et, euh, et ce que je touche derrière ça, c'est
le joyau de qui je suis à l'intérieur de moi, avec vraiment cette notion de diamant, de pureté et d'innocence. C'est Euh, magnifique, hein. J'ai l'impression de se voir un petit peu. C'est incroyable. Je suis sur le cul. Même pas uniquement à cause de la performance, le fait d'avoir osé être le euh, Vincent, celui qui a toujours été là. j'ai vu qu'à un certain endroit, oui, ce projet a répondu à plein de choses. Et franchement, j'ai vécu les 3 mois avec ce groupe de personnes à quelque chose de magnifique sur tous les plans. Et c'était vraiment magique parce que chacun a pu justement poser les choses et il y avait pas de non-dit. Chacun faisait part de ses interrogations, de ses difficultés et tout. Et il n'y avait pas de filtre par rapport à ça. Et j'ai eu strictement aucun reproche, tu vois, des potentiels associés, le vendeur et son conseiller, enfin, je les ai appelés pour les informer. Et ils m'ont dit, mais Vincent, enfin, on comprend pas. Mais, euh, mais, euh, De toute façon, le projet que tu décris, mais il fonctionnait rationnellement, hein, de toute façon. ouais, ouais, on comprend pas, mais ta décision. Mais écoute, j'ai beaucoup apprécié d'échanger avec toi et j'espère qu'on va pouvoir faire un repas ensemble parce que j'ai envie d'échanger et donc on va se rencontrer physiquement. Et, euh, et voilà, et j'ai des associés, pareil, enfin, je reste en contact avec elles. Enfin, voilà, il y Mais a des. c'est énorme parce que le symbole de ta décision, c'est peut-être ça qui est salutaire. Il fallait qu'il y ait cette action. Peut-être Oui, que c'est pas possible d'accéder à cette part de nous-mêmes s'il n'y a pas ces épreuves de décision, pour dire, ça, pour signifier, je te vois et voilà, je t'honore. Il y a quelque chose comme ça presque. et de quelque chose de. Enfin, comme si là, je sentais que toi, je me serais nié trop fortement à un endroit où j'aurais voulu, parce que je m'étais engagé déjà depuis un certain temps, je pouvais pas me désengager et donc rester dans un truc qui manifestement ne me convenait plus à ce moment-là et de pas continuer à y aller parce que je m'étais engagé à un endroit. Donc, bah, je me suis engagé, oui, mais bah, là, je me désengage et je sais absolument pas ce que je vais faire demain, mais c'est pas grave. Je peux pas enfin, je peux pas ne pas y aller, quoi. Ouais. Donc, C'est fascinant parce que je soupçonne qu'il y a quelque chose en nous qui a une conscience, qui nous est inconscient et qui prend des décisions, je ne sais pas comment le dire, qui crée notre destinée et qui nous challenge à mort avec des épreuves comme ça pour atteindre la vie ou l'évidence, une forme d'unité parfaite. Euh, Parce que moi, je soupçonne que pour moi, ce que tu as vécu, ce que tu as décidé, c'est aussi important que d'être dans l'arène et à se battre pour sa vie, parce que ça, ça va permettre une forme d'intégration qui va te permettre d'accéder, moi, c'est mes convictions du moment, à une vitalité supérieure, et c'est la vitalité qui crée la réalité. C'est ta vitalité, ton alignement avec toi qui crée euh, cette forme d'intégration de- d'un certain nombre de choses qui sont totalement inconscientes, qu'il faut juste accueillir, hein. Juste. On a, je ne sais pas à quel point la volonté, mais la prise de combat, là, le fait, moi je trouve ça hyper inspirant de pouvoir tenir droit face à un ouragan, à un tremblement de terre. C'est comme être sur un bord d'un précipice, de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, c'est le, c'est le brouillard, et tu dois faire un pas. Ou bien, pour moi, ces moments de vie sont tellement cultes et iconiques, ça me fait penser
Une séquence, j'adore le cinéma, mais la séquence de Braveheart, quand à un moment donné, avant d'aller à la bataille, il y a toute l'armée qui sont des fermiers, des agriculteurs, des machins, et qui disent, mais pourquoi j'irai, je vais mourir et tout, pourquoi je vais prendre ce risque de mourir et tout. Il dit, ouais, t'as raison, tu vas peut-être mourir. Mais imagine-toi, quand tu auras 80 ans dans ton lit et que tu vas mourir de vieillesse, et à ce moment-là, tu te diras, euh, je donnerais n'importe quoi pour revenir à ce moment-là et accepter l'épreuve. Et le fait que tu aies osé, c'est... Parce que la vie, c'est pas avancer avec des décisions rationnelles. Et je crois pas au rationnel. Tiens, ils sont sympas, peut-être que je devrais leur donner 2 ans de ma vie pour être pour eux, parce que je me suis engagé et ça fait foi, et puis je suis quelqu'un. On s'en fout, hein. Peut-être qu'il faut. La vie, c'est ça. C'est laisser des parties en nous connectées à l'infini, à la vie, aussi décider. Peut-être que tu as. Ouais, Oui, non, si j'avais été avec le rationnel, avec le mental, mettre d'un côté les plus et les moins, parce que j'ai fait entre guillemets pendant quelques jours et à part me faire mal à la tête, tu serais dentiste j'ai- aujourd'hui, hein, ou comptable, j'en sais rien. Je dis une connerie. il n'y avait aucune réponse qui venait par rapport au projet. Et puis c'est vraiment quand je me suis retrouvé face à tout le monde, tu vois, où j'ai commencé à exprimer les choses, où là, il y a autre chose qui s'est passé et qui m'a traversé et qui m'a amené à donner cette réponse, quoi. Donc, Ah, génial, merci hein, de partager parce que ça me donne du courage aussi pour moi, pour mes décisions de vie, hein. Qui sont des décisions de vie en plus. Pour moi, ces décisions, c'est pas un truc anodin, genre tiens, c'était un énième projet auquel j'ai dit non, tu vois. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment balèze, vraiment balèze, hein. Et j'ai ça en ce moment, enfin, peut-être pas, je sais pas si c'est pareil, mais j'ai des opportunités qui m'arrivent qui sont cosmiques. Et je sais pas, j'ai, euh, j'ai été, je reçois des gens qui connectent avec moi. Comme si quelqu'un s'était passé le mot que j'avais compris des choses. Tu sais, des fois dans la vie, tu as l'impression qu'il y a eu un éveil chez toi, et puis d'un seul coup, les gens sont au courant, alors que j'étais toujours le même. Mais ce qui m'a aidé dans ça, c'est d'écouter des gens comme toi ou d'autres et de me dire, je ne sais pas, mais ils sont là, se présentent dans mon chemin, ils me disent quelque chose. Au lieu de supposer, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, peut-être qu'il y a une forme de foi à avoir. J'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, mais Athème, putain, t'as eu participé à un projet qui a été nominé à un Oscar, t'as, t'as contribué, t'as un Emmy Award, machin, tu devrais les mettre sur ton LinkedIn. Je fais, mais non, moi je suis bien français, tu mets pas. Mon but, c'est pas. J'ai toujours une angoisse d'apparaître prétentieux et tout. Et donc je l'ai fait, je l'ai mis parce que j'écoutais mon ami qui m'aime, donc je l'aime, je lui dis ok. Et j'ai fait ça et tout. Et de fil en aiguille, avec des trucs, j'ai le patron d'une des plus grosses boîtes d'agences de pub qui représente les 10, 20 meilleurs réalisateurs de ces 20 dernières années, hein, et qui s'intéresse à moi, qui m'envoie un email et tout. Je fais ouais, ok. Et on a un peu de friction, tu vois, en plus. Mais j'en ai rien à foutre. Pas j'en ai rien à foutre dans le sens. Mais il y a ne serait-ce qu'il y a un an ou deux, mon énergie, ma manière d'être avec ce genre d'individu aurait été complètement. J'aurais été la merde. Faut pas que je rate cette opportunité. Et donc, je lui envoie Donc, donc il m'envoie un email. Non, je reçois. On a un petit échange bizarre, étrange. Je raconterai un jour où il me dit par texto, parce qu'on a un ami en commun, mais le mec, c'est une superstar depuis 30 ans. Et
je sens, entre guillemets, comme ça que je le perçois, une sorte de mépris et tout, parce que je, je- dans son monde, je n'existe pas. Et donc, j'envoie un texto en disant, écoute, j'imagine bien que tu sois occupé, tout ça. Donc, j'arrive avec mes gros sabots, avec un mélange d'arrogance, de machin, le truc que j'aurais jamais osé, hein. Et puis, et puis il m'écrit, écoute, envoie-moi ton travail et on parlera éventuellement. Genre hyper cash. Et donc, je fais OK et tout. Donc, moi, avec le développement que je fais sur moi-même, je suis complètement tranquille. Pour moi, que cette connexion ou pas, ça change rien. Alors que il y a un an, j'aurais été complètement paniqué en disant, putain, il faut que je réussisse, sinon c'est la fin du monde. J'envoie mon boulot et tout. Et puis 2 semaines passent. Et il m'écrit, il fait, ouais, effectivement, t'as du talent, tiens, contact, machin, il m'envoie et tout. Et puis, et on se retrouve à échanger par email. Je lui montre mon court-métrage. Il me dit qu'il trouve qu'il adore, mais qu'il n'aime pas ça ou ça. Et, et puis là, il me demande est-ce que j'ai fait des trucs d'ordre cinématographique et tout. Et j'ai pas fait encore. J'ai ça dans mes cartons. Et donc, le dernier email que je lui ai envoyé, je fais écoute, je te propose qu'on se recontacte quand j'ai fini mon prochain court-métrage et tout. Et voilà, sans être dans la quémandé ou quoi que ce soit. Et c'est comme si, en fait, j'accepte que je peux pas prévoir l'avenir et que c'est OK. Et plus je suis soulagé. C'est bizarre. C'est comme si il y avait une force, une lumière en moi qui s'assumait. Et c'est pour ça que je me dis, ton histoire, elle est hallucinante parce que j'imagine un petit peu ce que ça doit être l'épreuve. C'est c'est assez curieux parce que j'en parlais avec quelqu'un récemment, c'est un peu une forme d'épreuve de foi, tu vois. Sauf que pendant longtemps, en fin de compte, cette notion de foi, je sais pas pourquoi, je l'avais à l'intérieur de moi et, et j'ai traversé des trucs, j'étais pas bien à un certain moment donné de ma vie, mais il y avait toujours un truc qui me faisait que je rebondissais et que je continuais parce que de toute façon, pas le choix, je suis vivant et donc soit je me fous dans une grotte, enfin, faut que ça continue, tu vois, je suis dans le jeu, quoi. Et donc, je me relevais tant bien que mal et puis je poursuivais, quoi. Et là, récemment, justement, je me disais, mais cette notion de foi, c'est comme si je l'avais perdue. En tout cas, je la goûte plus comme je la goûtais à un certain endroit, mais c'est comme, elle est plus intellectualisée, tu vois, mais elle est intériorisée. Et donc, du coup, elle est, je peux même pas dire je peux pas dire si j'ai la foi, mais en fin de compte, la question se pose même plus. C'est que, Bah, tu es la foi, c'est en fait, c'est enfin, c'est comme ça fait partie de moi et je peux pas faire autrement. Et donc, je vis les choses, c'est ce que je vis, mais tu vois, c'est comme si c'est pas ce que vit Vincent. C'est l'histoire de Vincent je suis spectateur du truc, mais bon, bah ok, il se passe ça. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera autre chose. Après-demain, ce sera autre chose. Mais il n'y a pas euh, ouais, il y a pas je suis pas collé au truc, tu vois. Et ouais, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire, il n'y a pas de genre de spéculation, de stratégie, Ça me fait penser un peu ce que tu racontes, c'est marrant. Ça me fait retomber sur le truc qui m'arrive de manière fugace et qui repart. Et à chaque fois que j'ai voulu avoir un semblant de contrôle dans ma vie, ça gâchait le truc. Je dis pas qu'il faut être en errance et attendre que les choses viennent, mais quand on est dans l'ultra-sincérité, même si c'est du tâtonnement, on donne un peu les moyens à cette hyper-conscience ou l'univers
de faire son travail, ou c'est comme s'il y avait une ultime bienveillance, mais qui ne peut pas être contrôlée. Je peux pas dire, tiens, maintenant, je vais y accéder maintenant, j'appuie sur le bouton. Mais c'est quand tu fais, comme tu dis, cette fois, tiens, C'est la notion de, finalement, c'est la notion de disponibilité qui me vient, tu vois, c'est parce que j'arrête de faire plein de trucs, parce que j'arrête de remplir, parce que j'ai peur, parce que il faut que je m'occupe, sinon, j'ai l'impression que je vais rater des trucs ou ça me fait vivre des angoisses et j'ai pas envie d'y vivre. Du coup, j'occupe l'espace sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quand j'arrête ça, j'arrête de nourrir ça, je me rends disponible à ce que autre chose puisse venir à moi et donc je peux être à l'écoute de ça. Et donc là, effectivement, après, j'ai à mettre en œuvre. Euh, mais, mais avant, j'étais pas à l'écoute, quoi, en fait, compte. Et donc, je courais dans tous les sens. J'avais parfois les images tu sais, du poulet sans tête qui continue à courir parce que tu as encore les nerfs et le corps qui bougent, mais en vérité, il y a plus rien qui fait fonctionner le système. Et donc, quand tu acceptes que ok, tu te fais traverser par autre chose, bah, là, tu retrouves et ben, l'énergie et l'envie, et puis ça vient à toi, comme tu disais. Bah, et pourquoi ça s'ouvre tout d'un coup? Parce que bah, tu as laissé une possibilité à ce que ça s'ouvre et t'as arrêté de ouais, lutter, de chercher à plein d'endroits, quoi. c'est exactement ce que tu dis là, parce que j'ai le même problème. J'ai cru que, avec la brillance de mon esprit, de mon cerveau, qu'il fallait avoir une liste de choses à faire et d'avancer être dans l'expérience matérielle de faire des choses. Ça marche pas avec moi. Et, en fait, c'est comme pour moi, je soupçonne que avoir plein de choses, d'avoir sa tête pleine de décisions à faire et de machins, c'est comme faire avance rapide dans sa vie. Et donc, je me suis, je me suis inondé comment dire, de choses à faire, parce que c'est quand même brillant pour éviter de vivre sa vie. Alors que maintenant, comme tu dis, j'essaye d'ultra simplifier tout. C'est-à-dire, et je soupçonne que ce que tu dis là fonctionne à tous les niveaux. C'est-à-dire, ce que tu manges, ce que tu vis, ce que tu lis, ce que tu vis. Ça peut être aussi des décisions. Tiens, aujourd'hui, j'ai 200 trucs à faire, mais c'est pas ça qui te donne accès à ta destinée. Et je te dis, en ce moment, tous les matins, je me lève vers 4h30, 5h du matin et je marche 2 heures à peu près, sans téléphone, sans rien sur moi. Et et j'ai l'impression la première demi-heure, c'est une souffrance parce que j'ai l'impression qu'il faut faire des trucs. Et après, je donne, euh, j'ai l'impression d'avoir un dialogue avec moi-même. Et c'est-à-dire que plus on sait rien et plus on sait tout. Et parce qu'on cherche à savoir, on se distrait de, 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 de notre vie. Et dans le sens vie destinée, la totale. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves à 4h30, 5h du matin pour aller marcher à 2h? Ça vient d'où ça? Euh, ça vient de très loin. Ça vient quand mes enfants sont nés et que je voyais le fait que je sois devenu papa et que je voyais que leur système de sommeil, ils se levaient tôt, 5h, 6h, donc ça m'est resté. Et de se réveiller tôt. Il y a aussi la culture américaine où tu sens qu'il faut se lever tôt pour faire un deuxième projet parce que le projet principal, ça va pas le faire. Et aussi, c'est c'est aussi parce que j'ai une partie de moi qui est créatrice, artistique, et qui se régale très tôt le matin avec. Alors que si je travaille tard le soir, c'est là où je peux produire. Et le matin, euh, c'est là où j'ai accès
aux idées, créativité, à, à, à ma capacité d'émerveillement. Parce que quand je m'émerveille, c'est comme si j'étais moi et que je pouvais. C'est comme si mon émerveillement trouvait sa place le matin. Parce qu'après, la vie faisant, la société, mon histoire, mes souvenirs de l'enfance, mes passés, réfrènent cette partie de moi. Et, et j'ai l'impression que le matin, très tôt, personne n'est là. Ni mon passé, ni des membres de ma famille, ni des éléments extérieurs, ni la société pour m'empêcher d'être, d'être. Et donc, du coup, c'est plus cette partie-là aujourd'hui qui continue à te donner l'envie de te lever le matin, même si ça peut être dur durant la première demi-heure. C'est plus cette part créative que les souvenirs de tes enfants ou du Oui, mode de vie ouais, américain. en fait, je pense que chacun d'entre nous, on est comme des inspecteurs qui trouvons des leviers pour pouvoir honorer ou accéder à cette partie de nous-mêmes. Et moi, il y a plein de choses derrière. Quand le matin, je me lève, c'est oui, c'est pour moi, mais aussi symboliquement, j'indique à une partie de moi que je l'honore, je la respecte et que je lui donne 2 heures le matin. Et que c'est une certaine manière pour peut-être me convaincre que cette partie de moi est importante et que je veux qu'elle prenne plus de place peut-être ou l'intégrer avec le reste. Mais je pense que le symbole, comme la foi, sont des choses hyper importantes, voire peut-être les plus importantes. Je pense que derrière ton acte, il y a une puissance symbolique qui est aussi tangible que la table en chêne. Et, euh, et je crois que cette partie de nous-mêmes ne fonctionne pas avec des mots. On peut lui parler et tout, mais je crois ouais, je crois qu'il y a des choses à donner à cette partie, à montrer, à essayer, à tâtonner, mais en tout cas, oser. Peut-être que tu vas en avoir 10 autres de ces décisions à faire et et que tout le monde va te dire c'est pas bien et tu vas devoir con- bah, tu l'as déjà fait là, mais oui, bah, donc pas par rapport au matin, oui, ces 2 heures, c'est bien plus que d'être avec moi-même. C'est c'est aussi, j'ai passé ma vie à croire que j'allais avoir la validation, l'amour, plein de choses en donnant à autrui ou en essayant de sauver autrui, en essayant. Et je me suis endommagé à croire que l'amour, c'était ça aussi. Mais ouais, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question sur le matin. Ouais, c'était plus de savoir de quelle partie ça venait de toi, quoi. Ouais. Mm. Et, ça va, t'as combien de temps là, aujourd'hui? J'ai encore un petit peu de temps. 15 minutes peut-être? On peut. Mm. Mais je suis trop content pour toi. C'est marrant parce que j'ai l'impression de le ressentir, cette joie. T'as fait le boulot, hein, mais, mais c'est balèze. C'est balèze. Ça me touche à tellement de niveaux. Euh, et pour moi, j'ai, j'ai vachement de mal en ce moment parce qu'à lire, je lis, je m'éduque un peu, un minimum, mais ça me saoule. J'ai l'impression que j'ai pas envie de devenir un expert de la vie, hein. J'ai envie de vivre cette vie. Et, euh, et pendant longtemps, j'ai fui l'étude de Carl Jung, hein, qui est un mec extraordinaire, hein. Et ça me saoule. Je me réfrène et tout. Et
Et, et il dit que voilà, depuis, enfin, il m'a fait comprendre, grâce à ses écrits, des choses qui étaient floues concernant ma vie. Et, et je me rappelle vraiment bien que mes 2 premières années de vie, 2, 3 premières années de vie, je vivais une expérience incroyable où mes parents, les meubles, mon père, tout ça, c'était moi. Je faisais partie. Il n'y avait pas de moi, l'autre. Tout ça, c'était le même truc. Et aujourd'hui, je peux te dire que je suis incapable de dire si c'est vrai ou faux. Enfin, en tout cas, je ressentais. Et ce que je ressentais, ou même là, le fait qu'on parle, je ne sais même pas si ça se trouve, cette division qu'on a là, matérielle, si elle est vraie. Je suis dans. Et j'ai grandi en essayant de réussir dans cette vie matérielle et en récupérant des contraintes matérielles puissantes d'identité. Je me suis fait, comme dit Carl Jung, un personnage ou un masque qui est, comment dire, ce que dit Carl Jung, c'est que ce personnage, ce masque, c'est pas quelque chose de mauvais à mépriser, de se dire que c'est... Et il dit pas que c'est faux, il dit que c'est un personnage. Et à partir du moment où tu vis l'expérience matérielle, tu dois créer ce personnage. Il faut bien fonctionner comme tout le monde, il faut bien vivre en société. Si tu veux, enfin, mais en fait, ce qui est fascinant, ce qu'il dit en tout cas, et maintenant je le ressens, c'est qu'il dit qu'il y a. J'ai fait pas mal de recherches, notamment en biologique, qui indiquent qu'il semblerait que 90%, 95%, 92% de l'activité du cerveau serait automatique, liée à l'inconscient. Donc j'aime bien regarder les parallèles entre le biologique et le spirituel. Et, euh, et, et- et je suis en train de... Et là, je suis pas sûr de découvrir que ça se trouve, cette part de moi, cette âme, cet inconscient, c'est elle qui m'a mis certaines personnes dans mon chemin, qui m'a fait les reconnaître. C'est comme si, je vais dire une connerie, mais c'est ce que je perçois, c'est comme s'il y avait une partie de moi, une grande partie de moi, parce que j'ai aucune conscience, ça se trouve, le thème qui te parle, c'est peut-être les 5-10% de ce truc, tout le reste, s'il y avait une manière de mesurer. Et j'ai l'impression que cette partie de moi inconsciente, comme on dit, le shadow, la part d'ombre, peu importe, ou je ne sais pas ce que c'est, s'est dit Athème, il vaut mieux que ça, ou entre guillemets. Donc je vais lui. C'est cette partie et avait conscience du passé, du présent, du futur et avait dit il va prendre cette personne en relation et il va vivre tout ça. Ça va. C'est comme si cette chose avait décidé d'avance de tous les épisodes et que, et que, et que j'ai vécu ce que j'ai vécu parce que entre guillemets, je l'ai décidé. Je tâtonne c'est de l'ordre du tâtonnement ce que je te raconte. J'en suis pas sûr. J'en suis pas, mais c'est ce que je ressens en ce moment. Et que si je fais pas comme ce que tu as fait là, d'écouter quelque chose de puissant en toi, de vrai, de ne pas faire ce travail d'intégration, d'atteindre c'est un niveau supérieur de conscience ou de vitalité, eh ben, cette partie est là, prévoit des choses. En fait, c'est bizarre. Excuse-moi si je galère à articuler, mais c'est comme si tu pouvais pas, tu peux pas déconner avec cette partie-là en toi. Elle est pas méchante. Elle cherche pas le mal, à la destruction, mais elle, euh, elle s'impose comme une vérité qui dépasse tout. Et, et quand, et quand on accepte d'aller vers elle ou d'être aligné,
eh ben, les notions de peur, d'inquiétude ou de compréhension disparaissent. C'est pas un truc auquel il faut avoir peur, mais si on l'ignore, puis, cette partie va continuer à communiquer des choses qui vont avoir une résonance dans le matériel, qui, 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 qui font mal ou qui peuvent détruire et c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le combat, entre guillemets. Et c'est super étrange. C'est un truc qui est en nous, qui est tout à la fois, qui est le vrai, qui est courage infini, tout est, et mais si on l'ignore, ou on fait pas ce travail, alors on glisse dans une matérialité où finalement cette matérialité prend le dessus, ou euh, euh, s'exprime, et donc on devient un sujet à une autre forme d'errance qui s'exprime par du mal, de la confusion, des souffrances. Euh, c'est comme s'il n'y avait pas de thérapie à faire, comme s'il n'y avait pas de truc à, à guérir. Il fallait faire face. euh, j'ai toujours cette image des bisons américains, là, les buffalos, les trucs. Et apparemment, ce serait la seule espèce d'animal quand il y a un énorme ouragan ou euh, tous les animaux fuient à l'opposé de l'ouragan, et les bisons, eux, font face et traversent l'ouragan. Euh, donc il y a quelque chose qui est dès qu'on intègre, dès qu'on est, comme tu l'as fait avec et chacun a son histoire, et ben il y a plus il y a plus il y a tout devient presque pas futile, mais voilà, c'est voilà. Bien plus, plus simple, plus joyeux, mais c'est plus la Ouais. notion d'arrêter de lutter contre, en vérité, voilà, ce qu'on est déjà intérieurement, ce qu'on arrive quand on arrive à le sentir et à le percevoir et de s'abandonner à ça et de dire oui, quoi. Ouais, mais dans mon cas, je crois qu'il faut que je sois aussi intentionnel dans mon désir de le percevoir, de lui donner Bien du sûr. temps, de lui donner des moyens, de, et par exemple, quand un ami me dit quelque chose, d'accepter que tout est vrai. C'est bizarre, hein, mais c'est-à-dire que même quand tu as quelqu'un qui te ment, c'est vrai. Tout est vrai dans cette vie, et tout est amour, entre guillemets. Ça paraît niais et maladroit, mais il y a cette partie en nous qui sait. Donc, c'est pas la peine de faire un certain travail à sa place. Tu vois, il y a pas. Tu sais, peut-être que je mélange tout, mais quand j'étais en France, en banlieue, dans les salles banlieues, et que, il y avait ces salles racailles qui m'ont saoulé, en fait, ils avaient un instinct, ils arrivaient à voir quand quelqu'un était faible, et ils arrivaient à sentir euh, peut-être un manque d'alignement et tout, et donc, à leur manière, ils avaient des choses que je considérais horribles, mais et, et voilà. Et quand on arrive à faire ce travail comme tu fais, je crois que la peur, euh, la peur disparaît, bizarrement. Euh, et- Oui. Oh, putain, putain, merci, tu m'as donné l'opportunité de papoter sur ces choses, parce que encore une fois, j'ai une angoisse de me dire, merde, ça se trouve, je repars.
à la case départ. À partir du moment où j'essaie d'en parler, ça devient fugace, ça disparaît. Hmm. Euh, Bah, écoute, avec plaisir, je te propose peut-être de rester là pour aujourd'hui. ça Je marche. vais, je vais arrêter l'enregistrement.